Rebonjour, on se retrouve seulement quelques heures après ma dernière vidéo pour un débriefing, vous l'avez compris, de Napoli FC Barcelone. Vous me manquiez déjà et je me sentais obligé de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais trêve de plaisanterie, pourquoi ce débriefing de Napoli-Barcelone? Parce qu'on pourrait dire que la performance des deux équipes, le niveau global de cette partie n'était pas très élevé, ne méritait pas de débriefing. On pourrait partir de ce postulat-là et je ne dirais pas le contraire. Mais pour moi, ce Napoli FC Barcelone, surtout côté barcelonais, ça a été un véritable cas d'école. Pourquoi cas d'école? Parce que si vous regardez mes vidéos depuis quelques semaines, quelques mois, vous savez que je défends l'idée selon laquelle le collectif et ce qui est travaillé en amont va directement influer sur la performance des individualités. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça, c'est pas une vérité absolue et que l'inverse existe aussi. À savoir qu'une individualité dans un collectif peut directement influencer positivement ou négativement le jeu de toute son équipe. On l'a vu quand Valverde a été intégré au Real Madrid, il a eu un changement énorme sur les performances de toute l'équipe. Et il y a aussi un cas contraire qui peut arriver, c'est un cas négatif. Et le FC Barcelone connaît très bien cette question et cette problématique, encore une fois, ce soir. Pourquoi je dis ça? Alors ce n'est pas un procès, ce n'est pas un réquisitoire contre, vous l'aurez deviné, Ivan Rakitic. Même si ce n'est pas l'envie qui manque et ce ne sont pas les occasions qui manquent avec lui, mais parce que c'est pour moi très intéressant de réfléchir à pourquoi titulariser Ivan Rakitic sur un match comme ce soir a eu autant de répercussions négatives sur toute l'équipe. Et c'est assez simple au final. C'est assez simple parce que aujourd'hui, Quique Setien avait donc fait le choix d'aligner Ivan Rakitic à la place d'Arthur Melo. Donc il a préféré faire jouer Ivan Rakitic à la place d'Arthur Melo et ce choix, malheureusement pour le FC Barcelone, ça a eu beaucoup de répercussions négatives. Ça a eu beaucoup de répercussions négatives parce que, pour deux raisons. Juste une première raison qui n'est pas propre véritablement à Ivan Rakitic mais qui joue quand même beaucoup dans la stérilité du FC Barcelone, c'est la gestion de Frenkie de Jong par Quique Setien parce que, on le voit depuis plusieurs semaines, Quique Setien essaye de faire jouer Frenkie de Jong relativement haut. Et compte tenu des qualités énormes de Frenkie de Jong, que ce soit intellectuel, technique, physique, c'est quand même beaucoup de gâchis de se priver d'un tel joueur au niveau des relais, au niveau du cœur du jeu. Donc déjà, quand tu te prives au cœur du jeu d'un joueur comme Frenkie de Jong, c'est compliqué pour toi de vraiment réussir à produire quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que déjà, tu as cette gestion de Frenkie de Jong. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'en plus, le binôme de Frenkie de Jong au milieu, c'est Ivan Rakitic. Et Ivan Rakitic, il n'a strictement pas, ou peut-être plus, les qualités pour pouvoir faire ce travail de relais entre la défense, entre Busquets et le front de l'attaque. Ce n'est pas un joueur qui est capable de jouer entre les lignes, ce n'est pas un joueur qui est capable de s'orienter face au jeu et de pouvoir s'orienter vers l'avant, et ce n'est en plus pas quelqu'un qui est capable de prendre des risques balle au pied. C'est-à-dire que quand il touche la balle, le schéma type, c'est que Ivan Rakitic reçoit la balle, il est déjà mal orienté parce qu'il est sûrement orienté vers Piqué ou sûrement orienté de façon latérale mais jamais vers l'avant, et il va monopoliser la balle pendant 3-4 secondes jusqu'à faire une passe soit à Semedo qui sera de toute façon à l'arrêt sur son côté, soit à Piqué, soit à Busquets. Et donc il n'y a aucune progression du jeu. Et quand tu démarres ce match avec le 11 qu'a mis Quique Setien, avec un Frenkie de Jong qui est très haut et avec du coup un Rakitic qui est censé faire le lien entre la base arrière et le front de l'attaque du FC Barcelone, forcément tu ne peux pas créer du mouvement, tu ne peux pas créer des espaces. Et le Napoli l'a très bien compris parce que le Napoli s'est même pas embarrassé d'aller essayer de presser le FC Barcelone, n'a même pas essayé de jouer haut, ils se sont contentés d'être très bas, d'avoir deux lignes très compactes parce que de toute façon ils savaient qu'en face, vu la disposition du FC Barcelone, vu ce qu'il produisait sur le terrain, il n'arriverait jamais véritablement à les mettre en danger. Et il n'y a qu'à regarder les 55 premières minutes pour se rendre compte que le FC Barcelone n'a eu aucune situation dangereuse sur les cages du Napoli. Et on pourrait se dire, d'accord, tu fais ces observations-là sur Frenkie de Jong, sur Ivan Rakitic, d'accord, mais ce qui donne vraiment du crédit à cette analyse, c'est la suite des événements. Et la suite des événements, c'est que Arthur rentre finalement à la place de Rakitic relativement tôt. Et là, on peut rendre un petit hommage à Quique Setien qui n'a pas attendu très longtemps pour se rendre compte de son erreur. Et là, beaucoup de choses changent. Parce que quand Arthur Melo rentre en jeu,
On a enfin un joueur au cœur du jeu qui est capable de s'orienter face au jeu, qui est capable de venir chercher les ballons. Et surtout, Arthur Melo, il a la capacité aussi de jouer simple et de jouer rapidement. Donc ça permet de faire circuler la balle beaucoup plus rapidement qu'un Ivan Rakitic qui sera mal orienté face au jeu et qui en plus va monopoliser la balle 3-4 secondes et donc enterrer toute possibilité de rendre le jeu plus rapide. Donc ça c'est le premier point. Et on a aussi un deuxième point, c'est qu'on a eu Frenkie de Jong sur la deuxième partie du match qui est redescendu beaucoup plus bas et qui lui aussi est venu se connecter à Busquets, qui est venu se connecter à Arthur, et ça a justement aussi permis au Barça de pouvoir mieux faire circuler la balle, de pouvoir mieux créer des espaces et des différences, parce que en ayant des joueurs comme Arthur, en ayant des joueurs comme De Jong qui viennent se connecter au cœur du jeu avec Busquets, tu peux créer des surnombres et tu peux créer des situations positives. Encore plus si tu as un Arturo Vidal qui sur la première mi-temps mangeait la ligne et qui est redescendu plutôt axe droit pour pouvoir se connecter à Messi, pour pouvoir se connecter à Arthur. Tout ça, c'est des choses qui permettent de créer du surnombre et de créer des différences. Et la différence, forcément, quand tu as tout ça qui est mis en place, c'est que tu peux permettre à Semedo, tu peux permettre à Firpo de pouvoir attaquer la profondeur. Parce que quand tu es dans une configuration comme celle de la première mi-temps, où tu n'as pas de relais dans l'axe, où tu n'as pas la possibilité de créer des surnombres, tu ne peux pas demander à Firpo, tu ne peux pas demander à Semedo d'attaquer la profondeur, parce que cette situation-là, il faut la créer en amont. Tu ne peux pas demander simplement à latéral, vas-y, attaque. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu crées un surnombre en amont. Il faut que tu puisses créer des lignes de passe, et il faut que tu puisses créer des zones à attaquer sans ballon pour les latéraux. Et sur la première mi-temps, même si je ne suis pas là pour défendre Firpo et Semedo parce que je pense que ce sont des joueurs relativement limités, ça n'empêche pas que rien n'a été mis en place pour véritablement les faire briller. Et c'est là que c'est intéressant ce Napoli-Barcelone, c'est qu'on se rend compte que les choix individuels, seulement les choix d'hommes, parce que je pense que les idées, la philosophie de Quique Setién, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit déjà tous les progrès qu'a fait le FC Barcelone, notamment même sur la première mi-temps, sur les phases sans ballon, les phases de pressing, c'était beaucoup plus cohérent que sous Valverde, mais ça permet de voir quand même que un seul choix individuel, ça permet vraiment d'enrayer une machine collective. Et comme je passe beaucoup de temps dans les vidéos à dire l'inverse, que c'est le collectif qui prime sur l'individuel, que c'est le collectif qui va vraiment influencer les performances individuelles, c'est bien aussi de se rendre compte, grâce à un cas d'école comme le match de ce soir, que l'inverse existe aussi et qu'une seule individualité mal choisie, mal positionnée, ça peut avoir d'énormes conséquences sur la performance de son équipe. Et l'exemple de Rakitic ce soir, c'est le meilleur exemple possible, parce qu'en alignant Ivan Rakitic, en faisant le choix de faire jouer Frenkie de Jong très haut, eh bien tu n'as eu aucun relais au cœur du jeu. Et donc si tu n'as aucun relais au cœur du jeu, tu as aucune possibilité de pouvoir après aller chercher sur les ailes, de pouvoir élargir, de pouvoir créer des espaces pour les extérieurs. Les intérieurs créent des espaces pour les extérieurs et les extérieurs après peuvent aussi se connecter aux intérieurs. Tout ça, c'est un cercle vertueux, et comme les erreurs ont été faites de base par Quique Setién dès son 11 type, forcément le Barça a été dans une grande stérilité et a été incapable de créer le danger sur les cages du Napoli. Et ce qui est intéressant, c'est que justement avec les changements qu'a fait Quique Setién en deuxième mi-temps, que ce soit des changements d'hommes avec Arthur à la place de Rakitic, mais aussi des changements structurels avec notamment des positionnements de Vidal, des positionnements de Frenkie de Jong qui ont évolué, et bien on se rend compte au final que ça a été beaucoup plus facile et que ça a été même une évidence pour le Barça ensuite de pouvoir être beaucoup plus dangereux sur les cages du Napoli. Et le but, c'est le meilleur exemple qui puisse arriver, parce que on a un Arturo Vidal qui, censé être positionné ailier droit, est rentré axe droit pour se connecter à Busquets, et Busquets a pu ouvrir dans la profondeur à Semedo qui là avait enfin un espace dans lequel attaquer. Donc voilà, je ne vais pas faire de débriefing individuel, je sais que c'est un format qui marche souvent, de dire qui a été bon, qui a été mauvais, mais je trouve que le plus intéressant sur ce Napoli FC Barcelone, c'est vraiment que c'était un cas d'école tactique, un cas d'école, et surtout une formidable occasion de réfléchir sur les choix d'hommes, l'aspect collectif, l'aspect individuel, parce que ce soir, ce match-là, ça a été comme je l'ai dit, ça a été un très bon cas d'école pour se rendre compte de toutes ces dépendances, de toutes ces interdépendances. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas, du coup, vu que je ne l'ai pas fait, à me dire, selon vous, qui a été bon, qui a été moins bon, et à mettre un pouce bleu si ce débrief vous a plu. On se retrouve sûrement
dès demain pour un nouveau débriefing et j'espère que vous serez là. À bientôt.